Bonjour à toutes et à tous. Donc, l'équipe de recherche changements sociaux et recomposition des espaces et en collaboration avec le master sociologie du changement et de l'innovation ont le plaisir d'inaugurer ce deuxième semestre par ce séminaire qui est dédié à la lecture et la présentation de l'ouvrage de notre cher collègue Khalid Mouna intitulé « Identité de la marge, approche anthropologique du RIF ». L'ouvrage est paru en fin 2018 chez un éditeur international qui s'appelle Peter Lang. Alors, Peter Lang est un éditeur international basé essentiellement à Berne et à Bruxelles, mais qui diffuse dans pas mal de pays européens et aux États-Unis. L'ouvrage est édité dans la collection qui s'appelle RISC, Regional Integration and Social Cohesion. Et donc, avant de présenter les intervenants, je vais donner d'abord un bref aperçu sur l'auteur de ce livre que vous connaissez, professeur Khalid Mouna. Alors, Khalid Mouna est anthropologue. Il est professeur de sociologie et d'anthropologie ici au département de sociologie à la faculté des lettres et des sciences humaines de Meknès. Il est aussi chercheur associé au CGB, Centre Jacques Berck, et chercheur et professeur associé au Master MIM à l'Université Ca' Foscari de Venise. Khalid Mouna est coordinateur de l'équipe de recherche Changements sociaux et recomposition des espaces. Ses publications portent sur le cannabis, le corps, les migrations et les mobilisations sociales post-printemps arabe. Il est auteur du livre Bled du Kif, Économie et pouvoir chez les Ketama dans le Rif au Maroc, paru chez l'éditeur Ibis Press. Il a aussi à son actif plusieurs publications sous forme de co-direction d'ouvrages collectifs, de chapitres d'ouvrages et aussi d'articles dans des revues internationales. Khalid Mouna participe activement à de nombreux projets européens, type Marie Curie, Horizon 2020, ANR, qui portent sur la jeunesse, la migration, l'économie du cannabis et plus globalement sur la question de la marge, qui constitue le fil rouge autour duquel il articule l'ensemble de ses travaux, dont fait partie l'ouvrage que nous allons présenter et discuter aujourd'hui. Il m'est donc très agréable de souhaiter la bienvenue aux trois intervenants qui vont discuter l'ouvrage de Khalid Mouna. Je commencerai d'abord par celui qui est venu de loin, Monsieur Jacques de Vigny-Ezins, ethnologue au CNRS, Centre national de recherche scientifique français. Il est basé à Aix. Il est spécialiste de la montagne et des pays de Jbel. Nous aurons le plaisir de l'accueillir la semaine prochaine, le lundi 25 mars à 10h30 pour discuter ses travaux. Nous avons aussi parmi nous Monsieur Mimoun Aziza, historien et professeur d'histoire, spécialiste de la région du Rif, professeur ici à la faculté des lettres et des sciences humaines de Meknès. Pour compléter cette lecture interdisciplinaire en sciences sociales, nous avons aussi le plaisir d'avoir parmi nous un sociologue, professeur Driss Bellarbi, coordinateur de la filière de sociologie. Et ses travaux portent essentiellement sur les mouvements sociaux dans le monde arabe. Il a participé récemment à la publication d'un ouvrage sur le mouvement Amazir en collaboration avec le collègue Khalid Mouna et notre regretté collègue et ami Nordin Harami. Se voir attribuer la tâche de modérer un débat scientifique est certes une tâche confortable, mais quand on est face à une lecture aussi passionnante et un ouvrage aussi intéressant que celui du collègue Khalid Mouna,
C'est une tâche qui est aussi frustrante parce qu'on a envie de dire pas mal de choses et de se livrer au travail de lecteur qui n'est pas ma fonction aujourd'hui, mais je ne m'empêcherai pas de dire un petit mot à l'égard de l'ouvrage de Khalil Mouna. Donc l'ouvrage de Khalil Mouna se propose d'analyser le processus de construction d'une identité de la marge dans la région du Rif au Maroc, une région longtemps qualifiée d'hostile, isolée, insoumise, violente et repliée sur elle-même, dans de nombreux écrits, aussi bien académiques que journalistiques. Le corollaire est le développement d'une image stéréotypée, réductionniste et souvent simpliste de la complexité que renferme cette région, au point de former un discours dominant, une narrative dominante qui attribue un certain nombre de qualificatifs à cette région. L'auteur remarque ou part d'un constat que ces attributs se fondent sur une série de dichotomies qui sont historiquement et politiquement construites, comme l'opposition classique entre Bled el-Mkhzen et Bled Siba, le centre et la marche, le berbère et l'arabe, la montagne et la plaine, ou encore les approches anthropologiques ayant façonné cette région, comme la thèse de l'honneur et la baraka de Jamous, l'anarchie ou encore les logiques segmentaires et tribales de façon globale. L'auteur fait donc appel à l'histoire pour interroger le contexte d'occurrence et de construction de ces dualités, leur logique, voire il interroge leur grammaire. Le livre est particulièrement remarquable par l'abondance des références qu'il mobilise, ces références qui datent de la période précoloniale, en passant par la période coloniale avec les travaux d'explorateurs, d'ethnologues, etc., aussi bien en langue française qu'espagnole, à des travaux plus récents. L'histoire, ce qui est remarquable, c'est que l'histoire n'est pas convoquée seulement dans une logique diachronique ou encore synchronique, mais aussi et surtout dans une logique critique, dans une perspective critique et rétrospective pour comprendre des événements plus d'actualité comme le Hirak du Rif ou encore l'économie du cannabis et plus généralement les rapports entre le pouvoir central et la marche. La perspective anthropologique mobilisée par l'auteur permet de compléter l'analyse historique et de la positionner par rapport aux enjeux du moment, brillamment restituée par l'auteur à travers des observations minutieuses du terrain, à travers des récits qui relatent la mémoire orale de ces interviewés dans un style fluide et extrêmement agréable à lire. Enfin, on dit souvent qu'un bon ouvrage est un ouvrage qui informe et instruit, et personnellement, j'ai appris énormément de choses à la lecture de l'ouvrage de mon collègue Khalid Mouna, aussi bien sur la profondeur anthropologique et historique de l'ouvrage, mais aussi sur le rapport et l'intimité entre l'auteur, son terrain et ses interviewés. Donc ce fut un bref aperçu, j'interviendrai plus tard dans le débat, je ne rentre pas dans le détail, je laisse aux collègues le soin d'analyser davantage. Je les remercie et je donne la parole d'abord aux intervenants. Je pense qu'on peut se fixer comme quelque chose comme 15-20 minutes par intervenant et par la suite on ouvre le débat avec l'auditoire. Donc je commence d'abord par monsieur Jacques Devigné-Zins. Jacques Baraka. Avec monsieur Jacques Baraka, comme il s'agit de l'honneur et de la baraka dans le livre. Donc je commence par Jacques, historien et spécialiste de Jbala, ethnologue, et spécialiste des Jbala que nous accueillerons la semaine prochaine aussi pour ces travaux. Avez la parole. Merci madame. Merci de m'avoir invité. Je dois juste vous dire quelque chose au début, avant de commencer, c'est que j'ai passé mon bac ici à Meknes il y a quelque temps. Mais revenons au livre de Khalil Mouna. Il traite de beaucoup de choses concernant la société rifaine, et moi je vais m'attacher qu'à une de ces parties, parce que les autres ne me concernent pas de près.
Par contre, sa lecture du livre de Raymond Jamous, Honneur et Baraka, sa lecture me touche de très près et je me suis senti en rapport de segmentarité fraternelle avec lui. C'est-à-dire, je partage tout à fait sa vision de la société qu'il expose dans sa critique du livre Honneur et Baraka. Le travail de Raymond, j'ai connu Raymond Jamous, je l'apprécie, je respecte son savoir, etc. Et ce n'est pas parce qu'il n'est pas là que je peux le piétiner. Non, je le respecte. Mais entre nous, on se critique. C'est normal. Donc, Raymond Jamous, il a une grande connaissance du monde islamique et du monde arabe. Il est libanais d'origine. Juif libanais, oui. Mais maintenant, il travaille dans l'Indonésie, je sais pas. C'est un grand bonhomme de la science anthropologique en France. Mais peut-être qu'il privilégie trop la théorie, n'est-ce pas? Il essaye de faire un système de représenter une société en donnant le squelette, c'est-à-dire quel est son système, comment on peut la comprendre, quelles sont les forces essentielles qui permettent de la comprendre, nous qui en sommes étrangers. Alors il dit deux notions de base, l'honneur et le sharaf, la baraka. C'est par ces deux notions qu'on arrive à cerner la société érythréenne. Moi, je vais faire un certain nombre de citations de Khalid où il montre, où il remet en question cette trop grande assurance de l'observateur sur la société, trop grande confiance en lui-même. Honneur et baraka, ça résumerait toute la société. Qu'est-ce qu'il dit Khalid? Je le cite, le fonctionnement d'une société se fonde sur plusieurs règles, si vous voulez, sur plusieurs explications. Règles qui peuvent se déformer, se corriger, s'adapter à des nouvelles situations qui peuvent se produire. Ça, c'est une vision qui peut s'opposer à tout le courant structuraliste qui est né aux États-Unis, en Angleterre, en France principalement, autour de Lévi-Strauss par exemple, mais à partir des linguistes. Les linguistes sont les premiers à introduire cette notion de force, de structuralisme. C'est-à-dire qu'une société, pour les linguistes, c'était une langue, peut se réduire à un certain nombre d'énoncés très simples et très forts qui expliquent l'ensemble du système. Alors, les ethnologues l'ont élargi à l'ensemble de la société, Lévi-Strauss en particulier. C'est-à-dire, on peut réduire tout le foisonnement social à un corps de vérité qui est absolu. Et moi, je ne suis pas structuraliste, mais je lis les structuralistes parce qu'ils m'ont beaucoup apporté. C'est important que des gens qui ont une grande vision l'imposent en étant un peu systématique. Pendant 30 ou 40 ans, tout le monde anthropologique, en Europe en particulier, se sont organisés sur cette question des structures. Ils ont tout interprété à la lumière du structuralisme. Ça a beaucoup fait avancer. Parce que ça, en simplifiant, ces chercheurs donnaient une vision plus compréhensive des autres sociétés. Et ça, c'était utile. Ça mettait à notre portée les autres sociétés. L'anthropologie, c'est ça, hein, c'est le regard porté sur les autres. Maintenant, on se rend compte que chacune de nos sociétés a besoin du regard de l'autre. Et qu'en Europe, on a aussi besoin de s'interroger sur soi. C'est une évolution de ces 20 ou 30 dernières années. Mais l'anthropologie est née d'abord sur la curiosité pour l'autre, lointain, outre-mer. Et il en a fait une approche systématique, ce qui est dangereux. Toutes les sociétés doivent être abordées avec la même curiosité, avec la même distance. Avec la même distance. La nôtre doit être observée, vue de l'extérieur avec distance. Mais aussi à partir de tout ce qu'on sait de sa propre société. Le passage de soi à l'autre est nécessaire. Il faut qu'on avance avec ce qu'on sait de soi, mais aussi avec ce que l'autre dit de soi. Donc, par exemple,
Khalid Moul a dit, l'analyse de Jamous suppose que nous sommes dans une société égalitaire, qu'il n'y a pas d'autre moyen d'accès au pouvoir qu'à partir de l'honneur. Comme si des familles puissantes n'imposaient pas leurs règles, c'est-à-dire tout ne marche pas à travers l'honneur. La conquête, la protection de son lignage, la protection de sa famille et la conquête de nouveaux espaces pour sa famille ne va pas passer uniquement par la voie de l'honneur. Dans un autre domaine, pas uniquement par la voie de la baraka, c'est le sharaf. Il y a des familles qui acquièrent de la puissance en dehors de la question de l'honneur. Mais aussi, il le dit pour le sharaf. Le sharaf n'est pas la seule voie, il n'a pas qu'une seule voie. Le sharaf s'acquiert. Même si on n'est pas les shérifs, on peut le devenir. Ça, je le savais bien, moi. Que beaucoup de familles se disent shurafa aujourd'hui, dont on sait bien que ça a été des générations avant, que ça a été légitimé par le consentement social, mais qu'elle n'était pas chérifienne nécessairement à l'origine. Mais je pensais qu'il fallait un certain nombre de générations pour arriver à faire accepter aux autres qu'on était shérif. Mais lui, il dit non, non, ça peut encore se faire sous nos yeux. Et il donne l'exemple d'Abdelkrim Khattabi, qui a un double sharaf. Alors là, c'était nouveau pour moi. Un double sharaf. D'abord, lui-même était un faqih, une famille de faqih, de fuqaha, qui ont une revendication chérifienne. Idrissi, je crois. Mais il a acquis un deuxième sharaf en étant moujahid. Ça, pour moi, c'est nouveau. À l'inverse, des familles chérifiennes, je ne vais pas les citer, elles sont connues, ont perdu leur sharaf par leur collaboration avec l'envahisseur espagnol ou français. Ça, je ne le savais pas. Il y a des cas, ça, je ne le savais pas du tout. Je ne savais pas qu'un Ouazani pouvait perdre le sharaf parce que son grand-père aurait collaboré. Ça, si tu peux confirmer, c'est intéressant. Et alors, Khalid résume sa pensée, les actions des individus ne sont pas figées. Les conduites peuvent aussi être le résultat d'une incohérence des objectifs. C'est-à-dire que l'acteur, qui va essayer d'établir une stratégie pour lui, il peut suivre les règles, par exemple, il peut suivre, tiens, je vais acquérir de l'honneur, je vais essayer de me comporter de façon que les gens me respectent pour mon honneur et ça va me donner de la puissance. Mais il peut se tromper. Il peut avoir une stratégie incohérente, première chose. Mais aussi, il peut choisir d'autres voies. Et il semble que dans la société rifaine, on ait choisi d'autres voies que celles de l'honneur, de la patrilinéarité. Par exemple, en acquérant de la puissance, en s'alliant avec des familles, non pas de sa famille, mais d'ailleurs. Ça, c'est contraire avec la vision qu'on a depuis Evans Pritchard sur les sociétés segmentaires. Les sociétés segmentaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles s'organisent à partir d'un ancêtre commun, et à chaque génération, par les hommes, uniquement par les hommes, ne parlons pas de l'apport des femmes, pas encore, mais par les hommes, on se constitue une sorte de corps social dans lequel on est tous cousins, mais en réalité frères. La Asabiya nous donne une puissance, parce qu'on est tous issus du même lignage, on ne peut pas se trahir, etc. En réalité, on sait bien qu'on peut se trahir à l'intérieur du lignage patrilinéaire. D'ailleurs, la notion de moi et mes frères, moi contre mes frères et moi contre nos cousins du premier cercle contre les cousins plus ailleurs, ça c'est la base de la segmentarité. Ça veut bien dire qu'il peut y avoir à l'origine un conflit avec les frères. Et donc, dans la société rifaine, il semble que très souvent, il y a des conflits entre les frères et cousins, et qu'on va donc chercher l'alliance avec des gens qui ne sont pas du tout de mon sang, de ma asabiya,
de Monassin, et on va faire une alliance avec eux, et on va retrouver donc une puissance plus forte. C'est contradictoire avec la notion de la théorie de la segmentalité. D'accord? Mais lui, il insiste. C'est comme ça que les choses marchent. Dans la réalité, un acteur a plusieurs voix. Il n'est pas prisonnier, il n'est pas figé par une seule vision de son propre groupe. Les individus ne sont pas de simples acteurs qui respectent les règles. Chaque individu essaie d'être un acteur social selon son intérêt. Et ça, Bourdieu le dit. Je n'ai pas retrouvé la citation de Bourdieu. C'est dommage. Bourdieu le dit très bien. Il dit, l'acteur a devant lui plusieurs voies possibles. Et il va choisir. Il peut renforcer le courant général, mais il peut aussi en sortir. Ce qui fait que c'est important d'avoir une vision simple, structurante de la société. C'est important. C'est vrai, parce que même les rifains le disent. Et ça, David Hart qui le cite. David Hart dit, j'ai entendu des rifains qui me disent, si nous étions en concordance avec nos aînés, nos ancêtres, nous serions restés à l'intérieur de notre asabia généalogique. Nous n'avons pas bien suivi. Nous allons chercher des alliés à l'extérieur. Donc ils sont conscients qu'il y a un ordre d'explication du monde qui favorise, qui légitime la solidarité lignagère. Donc ça reste dans la tête des gens. Ça reste une chose importante. Mais on se dévoie, on change, on en change. C'est-à-dire que les sociétés humaines sont des choses beaucoup trop complexes, où beaucoup trop de facteurs interviennent pour qu'on puisse toujours suivre une même ligne d'action. Il faut avoir dans la tête qu'il y a une ligne d'action privilégiée, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de moyens d'y échapper. Par exemple, ce qui est un corollaire de la généalogie patrilinéaire, ce qui est son corollaire, c'est le mariage avec Bent el-Am, le fameux mariage arabe, qui est la tarte à la crème pour tous les ethnologues qui travaillent sur le monde arabe, berbère, musulman. Dans le monde arabe, on privilégie le mariage avec Bent el-Am. D'accord. On privilégie le mariage avec Bent el-Am. J'ai fait une étude de village en Algérie dans les années 60. J'ai fait vraiment, si c'est pour un village, c'était assez facile. J'ai suivi combien de mariages correspondaient au thème du mariage avec Bent el-Am. 5%, c'est très peu. Mais c'est vrai que d'autres auteurs qui parlent de Libye ou parlent de Syrie dans un monde bédouin, le mariage avec Bent el-Am peut monter jusqu'à 20%, peut-être plus. Donc, qu'est-ce que je raconte sur le Bent el-Am? Il semble que la société qui est la plus favorable avec le mariage avec Bent el-Am, c'est les sociétés pastorales, c'est le bédouin. C'est à lui que ça s'applique très très bien, le mariage avec Bent el-Am. Pourquoi? Non pas qu'il aime ses frères plus que les autres, mais parce que pourquoi on cherche à se marier avec Bent el-Am? Pour que le patrimoine, la terre, ne sorte pas. Si je donne ma fille avec qui a droit normalement à une part de l'héritage à quelqu'un de l'extérieur, cette terre-là, elle va partir. Donc moi je vais la donner à Bent el-Am pour que ça reste. Mais chez les sédentaires qui travaillent sur un territoire circonscrit, ça pose un problème parce que la terre, elle ne se multiplie pas. Donc à un moment, il faut qu'on essaie d'avoir de la terre de l'extérieur. Et donc on va chercher à avoir un mariage à l'extérieur. Il ne sera pas avec Bent el-Am, mais avec un étranger. Elle sera une étrangère. Tandis que chez les Bédouins, quelle est la source de la richesse? C'est pas la terre, c'est le troupeau.
Mais le troupeau, lui, il croît, il se développe. C'est pas comme la terre. La terre, à part quelques achats, la terre, elle reste fixe. Mais le troupeau, prenez un jeune couple, donnez-leur un mouton et sa brebis. Chaque année, le mouton et sa brebis vont donner des progénitures. Chaque année, le troupeau. Et lui, il va donner des enfants avec sa femme, qui vont donner des enfants. C'est-à-dire que c'est une croissance démographique chez l'homme, comme dans le patrimoine, dans la propriété. Donc, on n'a pas besoin de chercher à acquérir ailleurs une épouse pour renforcer son patrimoine. Le simple croît démographique du troupeau va permettre à la famille de rester consanguine et d'avoir toujours un patrimoine qui se développera lui-même. D'accord. Alors, on voit que c'est dans le Maghreb où le bédouinisme n'est pas très développé, mais il y a plutôt des sociétés montagnardes où la terre est limitée, le mariage avec l'arabe n'est pas très développé. Je voudrais faire peut-être juste à propos du mariage, la notion de khal, elle est fondamentale. Dans les langues européennes, il n'y a pas l'équivalent de khal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas différenciation entre l'oncle du côté paternel et l'oncle du côté maternel. Et dans tout le monde sémitique, oui. Chez les Arabes, chez les Berbères, je ne sais pas. Mimoun, Azizaz, il n'a pas pu me dire s'il y avait, peut-être qu'il y a des gens qui connaissent d'autres régions berbérophones. Est-ce qu'il y a un mot spécial en berbère pour dire le frère de la mère? Khal. Il faudrait savoir. Déjà, il y a un problème avec les sociétés berbères, c'est que pour dire la tribu, elles utilisent un mot arabe, Taqbilt. Et l'Arbi Mzin, qui est décédé, a fait un très beau travail sur le Tafilat, en montrant que très vite les sociétés berbères ont utilisé le mot arabe. Peut-être le mot arabe de Taqbilt, de Kabila, peut-être que ça n'existait pas dans leur société. Bon, c'est à voir. Alors le khal, je ne sais pas comment on le dit en berbère. Mais le khal, c'est une façon de rendre son importance au lignage par les femmes. C'est pas seulement par les hommes, grand-père, etc., qu'on est quelque chose, mais le khal, qui porte un autre nom, il nous indique qu'il y a une autre source à la filiation, par les femmes. Et c'est très ambivalent parce que le khal peut être, le khal donc c'est à l'étranger, mais pour les enfants, il est très proche le khal. Il est très proche parce que c'est le frère de la mère. Donc, il peut venir chez moi, chez nous les enfants, comme il veut. Il n'a pas de respect à montrer à l'épouse puisque l'épouse c'est sa sœur. Tandis qu'avec la famille, quand le ham vient chez moi, il y a un respect. Donc il va rester dans son coin, il va rester dans le salon, etc. Le khal, moi enfant, le khal il me prend sur ses genoux, il m'amuse, il sort avec ça. Il y a une familiarité avec le khal qui n'existe pas avec le ham. En plus, le ham, comme mon père va décéder, le ham c'est un concurrent. Il va vouloir plus de patrimoine que moi j'y ai droit. Donc le khal n'est pas un concurrent sur le patrimoine. Donc le khal c'est très important dans la société arabo-berbère. Et il y a deux types de khal. Il y a le khal qu'on va chercher au-dessus de soi, au-dessus de sa condition. C'est le mariage hypergamique. On va chercher à marier sa fille, marier son fils, pardon, dans une famille bien, mieux que la mienne si possible, hypergamique. Ça, c'est source de puissance accrue. Mais il y a aussi la captation des gens, c'est le mariage hypogamique. Et ça, en Mauritanie, Pierre Bonte l'avait bien montré, il y a toute une stratégie, peut-être que ça existe ailleurs qu'en Mauritanie, pour des grandes familles fortes,
tu cherchais systématiquement à avoir des gendres dans des groupes presque serviles, du bas. Parce que ces groupes que tu vas acheter en leur donnant ta fille, ces groupes-là, ils sont à ton service. Donc tu vas augmenter ton réseau social, ton influence, ta sphère, en ayant des gendres qui seront à ton service. Quand j'étais en Algérie, j'étais dans une région où la tribu s'appelait Ouled Ralia. Ralia, c'est une femme. Il y avait un mythe d'origine sur ces Ouled Ralia. Le père a donné sa fille Ralia à son berger. C'est à l'étranger. Et en même temps, il est pauvre, il n'a rien. Mais il est à son service. Il sera là. Il va aider. Donc toute une tribu est construite sur ce mariage hypogamique, exogamique. Donc, tout ça pour dire que si Khalid m'a confirmé et m'a même appris des choses, c'est sur la nécessité à la fois de lire, lire tous les auteurs. Il faut lire, il faut même lire le colonial. Il faut savoir lire le colonial. Il faut savoir que le colonial, il avait une vision, il était là pour faciliter le travail de l'armée d'occupation. Mais il observe, et peut-être qu'il dit des choses intéressantes. Il faut le lire. Il faut lire n'importe qui, mais avec un esprit critique, et surtout, il faut avoir plus de terrain qu'en ont en général les observateurs étrangers quand ils viennent. Et si on peut, être fils d'eux, fils du pays. C'est quand même important. Mais être fils du pays, ça ne suffit pas. Il faut sortir du pays. Il faut acquérir l'œil de l'étranger sur soi-même. Et c'est ce double travail que Khalid a fait. Et pour moi, ça m'a beaucoup apporté. Merci beaucoup Jacques pour cette lecture et analyse de l'ouvrage de Khalid Mouna, en partant notamment de votre expérience sur les relations de filiation et de parenté dans les sociétés arabo-berbères, notamment dans les montagnes chez les Jbela. Donc je passe la parole à Sidris Belarbi pour nous livrer sa propre lecture de l'ouvrage de Khalid Mouna. Bon, merci, mademoiselle la présidente, merci, cher professeur, merci, chers étudiants et étudiants. Je vais concerter avec le professeur Khalid Mouna pour que mon intervention soit en arabe, en gardant l'aspect de bilinguisme, voilà, dans la formation et dans les recherches établies dans notre société. Bon, mon intervention. J'entends très mal. Voilà. Avec l'âge, j'entends très mal. Donc, dans les échanges, je vous prierai de parler fort. Bon. ما أود أن أقدمه خلال هذه المشاركة المتواضعة هي تسليط الضوء على بعض جوانب هذا الإنجاز العلمي الذي جمع بين دفتي الكتاب والمعنون بهوية هامش مقاربة الأنثروبولوجيا ديال الريف. يأتي هذا الكتاب القيم ضمن مجموعة من الكتب التي أصدرها مجموعة من المثقفين في مختلف الحقول المعرفية، ممن جمع بينهم تفكيك خطابات الهوية وارتباطاتها بالسلطة وبالهيمنة وبالاستغلال بكل معتقداتها الأساسية السياسية والإيديولوجية وتلاميذها وأساليبها الصريحة والمضمرة. سأبدأ بالمنهجية المعتمدة خلال هذه الدراسة. طبعا القراءات الأنثروبولوجية والتاريخية للريف انتظمت أو غيره من القراءات الأنثروبولوجية انتظمت حول محور بلاد السيبة وبلاد المخزن. مؤسسة حول التفكير في الأزواج الذي بنت عليه الأطروحات خصوصا الكولونيالية، سواء على المستوى الإيكولوجي الطبيعي السهل الجبال أو على المستوى القانوني كما أشار الأستاذ الشرف الغرف، أو على المستوى السياسي المخزن السيبة إلى غير ذلك، وكذا على المستوى العرقي عرب بربر في المغرب، والذي على أساسه يظهر الخطاب الكولونيالي عدم توحد بنية المغرب الذي يعيش وما زال يعيش في فوضى تاريخية شاملة. هذا الإطار النظري الاستراتيجي الذي يتحرك فيه
الفكر الكولونيالي عانى منه البحث السوسيولوجي من افاقه النظريه الضيقه سيتم توارثه من طرف العديد من الباحثين دون تحليل متبسط لصحتها، وهي مقاربات كما يرى الباحث لا تمسك يعني او لا تسمح بالامساك بالتعقيد على مستوى التاويل السابق والحالي للريف، بل على العكس من ذلك انطلاقا من نظره المركز لهذا الهامش الى تحويل الريف لموضوع للوصم السياسي والعلمي، وهو الامر الذي عمل الاستاذ الباحث على الكشف عنه، وطرح بديلا لتجاوزه على المستوى النظري والمنهجي، بحيث سيقف الباحث عند التحدي المزدوج الذي يخدع له الاشتغال الانثروبولوجي في الريف، من التحدي المرتبط بالظواهر والتي سبقت او سيقت تحليلات الانثروبولوجيه فيها، هذه الظواهر التي فقدت بريقها بسبب امتداد نسيج المرجعيات الهويتيه، من تنوع المرجعيات الثقافيه، من تعدد شبكات يعني التواصل والاعلام، مع تطور الشبكات الهجرويه، وايضا من التوسع العالمي لاقتصاد القمه الهندي الاتي من الريف. وهو الامر الذي استدعى من الباحث طرح بديل منهجي جديد يسائل الانتاج العلمي والبيداغوجي، ويمنح الامكانيات تجديد النقاش الانثروبولوجي بعيدا عن التحليلات الكليه التي لا يمكنها الدرايه بالتعقيد الميداني. وهذا ما استدعى من الباحث اعاده النظر في تشكيل هذه المعرفه من خلال الاخذ بالانثروبولوجيا الاقليميه كما يتطلب، يعني هذه الانثروبولوجيا الاقليميه التي دعا اليها الباحث تسمح بإلقاء الضوء على الهوية الإقليمية والصيرورة الخاصة، والتي عززت الانتماء الجماعي للريفيين، والتي تشكل مكانا متميزا للإمساك بدينامية الريف. إذا نحن أمام مؤلف يقدم منهجا أنثروبولوجيا يقظا تجاه خصوصية ميدانية مطبوعة بالرمزية التاريخية والسياسية والاقتصادية، والتي شكلت بطبيعة الحال مدخل لاكتشاف ديناميات الهامش وايضا الاستراتيجيات المكونه للفاعلين اتجاه المركز. سانتقل الى بعض التحديدات المفاهيميه التي اشار اليها الباحث، وبعيدا عن الخوض في هذه التحديدات فيما يخص المركز والهامش، لكون المصطلحين يظهران على انهما غامضين وملتبسين، من حيث من جهه كثافه الحضور للمصطلحين في الخطابات سواء الاقتصاديه او الاجتماعيه والسياسيه، وهروبا من اي التفاف حول معنى معين ينزلق بنا الى ربط الهامش بمجموعه اثنيه بعينها او عرقا دون اخر كما في جهه جغرافيه دون غيرها، فاننا ننطلق من اعتبار ان الهامش موجود في كل مكان. كل المناطق الممتده على طول مساحه الوطن تعيش اقصاء حقيقيا على المستوى الحقوقي والاجتماعي والاقتصادي والديمقراطي، ومنه هامش الريف، وهو نتيجه بطبيعه الحال احتكار نخبه محدده بشكل من السلطه والثروه في دوائر مغلقه، والتي صنعت حاله افرازات مجتمعيه وعرقيه حاده لكي تجعل من وجودها نواة تدور حولها تلك الدوائر. وهذا ما سيستشفه القارئ من خلال هذا الكتاب الذي سيكتشف لنا بعمق الاستراتيجيات التي يعتمدها المركز لإقصاء الهامش أو على الأقل لإخضاعه المنطقي، وكذا الاستراتيجيات طبعا مضادة للهامش تجاه المركز كتعبير عن الإخفاقات هذا الأخير والمعاناة التي يعيشها على جميع المستويات. الهامش كمجال، عندما نتحدث عن الهامش كمجال يجب أن نميز كما أشار إلى ذلك بور هاني شومباردو ما بين يعني المجال الموضوعي والمجال الذاتي، بمعنى أن الهامش كمجال مورفولوجي جغرافي كإطار تتحرك وتعيش في جماعة إنسانية معينة يتحول بفعل انتظام المجال الاجتماعي الفعلي الموضوعي فيه إلى مجال اجتماعي ذاتي،
من خلال الممارسة والإدراك الاجتماعي. ومن ثم فالهامش ليس بريئا كما يقال، فهو مورفولوجيا وثقافة حسب تعبير بارك، مرتبط بالذات الإنسانية التي تسكن في تفاعل مع الهوية الجماعية المشكلة لا بممارستها الثقافية ومعتقداتها وأصلها المشترك وشعورها بالانتماء إلى الجماعة والتراث. فهو فضاء ينتج ثقافته، ينتج معتقداته، يعني ينتج أيضا قيمات، كما ينتج صراعاته وتوتراته. وعلى هذا الأساس فالهامش لا يعاش كمجال إيكولوجي دون حمولة هويتية. وطبعا من بين الديناميات المساهمة في تشكيل هوية الريف هناك الدرجة الأولى كما أشار الكاتب الدينامية التاريخية، حيث أن الهوية طبعا تتغذى من التاريخ ولها استجابة مرنة متحولة مع حركاته ومع الانعطافات التي يتعرض لها. ووقوف الباحث عندها جاء ضروريا لفهم التجاذبات التاريخية التي أثرت العلاقة ما بين الهامش والمركز وشكلت هويته. سياسة الدولة المركزية تجاه الريف ليست والدة اليوم، بحيث أن منطقة الريف المصنفة كمنطقة الهامش لم تكن بمنأى عن التجاذبات السياسية مع الدولة المركزية، سواء مع المرحلة الكولونيالية أو مع المرحلة ما بعد الاستقلال، بحيث أن السياسة التوسعية للاستعمار الإسباني في منطقة الريف والتضييق الذي مارسه هذا الأخير على أبناء الريف، بالإضافة إلى عدم يعني امتلاك الاستعمار الإسباني آنذاك لأي سياسة تنموية للمنطقة جراء الوضعية الاقتصادية التي كان يتخبط فيها هو نفسه. يعني زيد على ذلك أن الفساد كان يعم في منطقة عند الإسبانيين، الفساد الذي كان ينخر جهاز الدولة الإسباني لم يكن ذلك كله ليرضي أبناء الريف الذين دخلوا في مواجهة مع الاحتلال، بدءا من المجاهد الشريف محمد أمزيان إلى عبد الكريم الخطابي. ومن ثم ولدت منطقة الريف هذا الوضع الاجتماعي منذ الاستعمار، سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى السياسي، الذي أفرز نخبة يعني ناطقة بالإسبانية ولكن وجدت نفسها مهمشة من قبل دولة الاستقلال. وأكثر من ذلك تحول الريف في نظر الدولة الوطنية كمنطقة مشحونة بالرموز السياسية والتاريخية، سيما مع الانتفاضات التي عرفتها المنطقة بعد الاستقلال. وهنا أذكر الانتفاضة 58 59 وسنة 1984. وستجد النخبة الريفية الناطقة بالإسبانية نفسها مهمشة أمام نخبة تكونت على الطريقة الفرنسية، والنظر إليها على أنها مناوئة ومعارضة للسلطة المركزية، مما تسبب في إحداث القطيعة يعني الأولى ما بين الريف والسلطة المركزية. ويمكن القول أن المعرفة يعني المنتجة في الحقبة الاستعمارية حول الريف والتي استمرت ما بعد الاستقلال وساعد على دعمها خصوصا الكتابات الإعلامية وحتى الأكاديمية منها، هي التي أثرت هذه النظرة النمطية السلبية حول الريف وأبناء الريف وعلاقته بالمركز، على أن الهامش المتحدث عنه في الدراسة والمتمثل في منطقة الريف منظور إليه من زاوية أنثروبولوجية ثاقبة، وهو ما سينكب البحث على توضيحه مبعدا كل تصور اختزالي للهامش كتهجين ثقافي أي كثقافة دونية لا يمكن أن تكون إلا بجانب أو مرادفة للانحراف كما ورد عند مدرسة شيكاغو وبقية مهمنا في العلوم الاجتماعية. فالهامش يتم بناؤه في ديناميكية أوسع، فهو مجال اجتماعي يتقابل مع مركز مالك السلطة. أنا أطيل على الكلام من الناحية التاريخية، يعني أنه فهم الوضعية يعني المعقدة للريف في علاقته بالسلطة المركزية تطلب من الأستاذ مسعى ارتداديا من خلال فهم الماضي.
لأن التاريخ والذاكرة سيستثمران بقوة من طرف الجيل الجديد من نشطاء الأمازيغ في الريف من أجل استرداد الحقوق المهضومة. وسيظهر ذلك جليا أولا إبان الحراك الربيع العربي سنة 2011، حيث سيستثمر نشطاء الريف وباقي النشطاء الأمازيغيين هذه المحطة النضالية من أجل إثارة الانتباه إلى أوضاعهم وربط هذا بالتاريخ والذاكرة، والذي سيأخذ دلالته من خلال الإعلام والشعارات المرفوعة على أن الحدث الدرامي ربما وكما أشار إليه الباحث هو المتمثل في مقتل محسن فكري، اللي سمح للباحث سي خالد بإمكانية إعادة تأويل التناقضات الموجودة بين المركز والهامش والتغير الذي طال حتى الاحتجاجات التقليدية، حيث بروز أشكال جديدة للخطاب والمعنى إلى ذلك. طبعا وقبل الوقوف على الاستراتيجيات المتبادلة بين المركز والهامش من خلال حراك الريف، سيقف الباحث عند الدينامية الاجتماعية والسياسية التي خضع لها المجتمع الريفي، ومن بينها اقتصاد الكيف الذي لم يكن له دور أساسي لنظام الاستراتيجيات، هو اقتصاد الكيف من الناحية الاقتصادية، أشرنا إلى ذلك من الناحية التاريخية. إذا اقتصاد الكيف كما أشار الكاتب لم يكن له دور أساسي في فترة الاستعمار، وأصبح اليوم أكثر من نشاط اقتصادي، بل أصبح أيضا ثقافة، أي كمؤسسة مقاومة للتهميش على المستوى الاجتماعي والسياسي، بما يفرضه طبعا من نظام فريد من العلاقات الاجتماعية يرتكز على الإنتاج والتسويق، عندما إلى جانب يعني الهجرة، حيث الأمر ظل يعني حيث الأسر ظلت مرتبطة يعني بنقل المال الآتي من المهاجرين منذ عشرات السنين، وكلها ديناميات ساهمت في تشكيل هوية الريف، على أن دينامية الريف لا يمكن كما أشرت في السابق تقسيمها في اقتصاد القنة أو الهجرة أو ما إلى ذلك، لكن الدينامية بكون الديناميات أحيانا تاريخية، أحيانا سياسية اجتماعية واقتصادية، ومن ثم الأحداث التي عرفها الريف منذ الاستعمار مرور بالصيرورات الاحتجاجية التي أشرت إليها وحتى حراك الريف الأخير، تبين كيف أن الريف يتشكل كمجال للهامش، وكيف أن هوية الهامش تتشكل باستمرار على مستوى تمثلات الذات والمجال. فيما يخص حراك الريف والذي حاولت أن ألقي حوله النظرة والذي يأخذ صلب الاهتمام في هذه المداخلة، وهذا ما سينعكس بطبيعة الحال الحراك اللي غادي نشوفوا كينعكس على مستوى العلاقة الهامش مع المركز، واللي غادي ياخذ واحد المنعطف جديد من حيث استثمار التاريخ والذاكرة لوصل كل تعبئة اجتماعية في الريف، في مقابل اتجاه نشطاء الريف إلى إعادة استثمار هذا التاريخ والذاكرة نفسه في مواجهة السلطة وإخضاعها لقواعد اللاعبين. هذا التجاذب الحاصل ما بين الهامش والمركز، والذي يعتبر كما أشرت في السابق نتيجة لتوتر تاريخي وسياسي، سيكشف الباحث من خلاله عن الكيفية التي ستستثمر فيه الذاكرة التاريخية المهمشة من طرف الدولة المركزية في إعادة تعبئة هوية ريفية أمازيغية بجانب هويات أخرى في تنوعها يسارية إسلامية. كيف يستغل النشطاء الأمازيغيين في إعادة إنتاج يعني أو استثمار الذاكرة والتاريخ في مواجهة المركز نفسه، لأن المركز نفسه يستثمر الذاكرة والتاريخ من أجل التعبئة ضد الحراك وضد الهامش الريفي. وطبعا هذه التعبئة سيتزعمها جيل من النشطاء المحليين، وهذا النشطاء هو واحد الجيل غير مسيس، يعني خارج الأحزاب السياسية، غير متحكم فيه. هذا الجيل شكل سلطات كما أشار الكاتب إن لم تكن ترجمة تخونني، هي سلطة اللا نظام أو سلطة الفوضى،
التي وحدت نفسها دون قائد سياسي، دون حزب سياسي حاملا لهمومها الاجتماعيه لوحدها، دون ناطق قادر على مصراحه هذه المعاناه. اذا الشارع اعطى ولاده للنشطاء، فقدوا حبل الثقه بين هامشهم والمركز، ومن ثم مواجهتهم للسلطه المركزيه وكل الرموز التي تمثلون. وهذا ما يظهر في رفض النشطاء لكل وساطه معهم. الوساطات يعني كانوا قد رفضوها جمله وتفصيلا، متهمين بطبيعه الحال لا الاحزاب السياسيه ولا الواجهات الاعلاميه ولا حتى الجمعيات الحقوقيه المحليه بالتخاذل والانتهازيه والوصوليه، وحتى ان بعض فاعلي المجتمع المدني وجدوا انفسهم في واحد المأزق ديال التجاوز من طرف هؤلاء الفاعلين الجدد الذين ظهروا في الساحه. اذا العقده التاريخيه والسياسيه للسلطه المركزيه تجاه ليبيا جعلته يعيد نفس الاستراتيجيات الاقصائيه الرمزيه تجاه هذا الاخرين من خلال تشويه كل تعبئه اجتماعيه يعني في الريف، باتهام النشطاء بالانفصاليين، كما عملت السلطه من جهه اخرى على تعبئه التضامن القبلي من اجل كسر التضامن المخلوق في الحراك. وهذه كلها استراتيجيات تبنتها الدوله. من خلال هذه الاستراتيجيات طبعا هي اعتمدت على استراتيجيات معينه وسبق ان اعتمدتها ونجحت فيها الى حد ما، ولكن تناست السلطه ان القواعد التي تلجا اليها الان تتصف بعدم اليقين والانعكاس للسيرتيتود لا ريفرسيبيليتي، سيما مع انعدام الثقه بالمخزن. وبالتالي فالحراك يجري خارج قواعد السلطه، إذ نجح في تغيير اللعبه السياسيه بادخاله لقواعد جديده واجراءات من خلال احتلال المجال، تجاوز حتى التقاليد الخاصه بالمنطقه بالخروج النساء في الحراك، الشيء الذي لم يكن معهودا في السابق وممكنا. اذا هذه الاستراتيجيه المؤسسه على الخطاب طبعا الديسكور واللي انتجته السلطه على اعتبار ان الارتباط الشديد او ارتباط السلطه بالخطاب على نحو ما يرى ميشيل فوكو انه علاقه وثيقه ما بين اللغه واشكال السيطره والهيمنه الاجتماعيه. اذا الدوله ستوظف طبعا مجموعه من المصطلحات التي ترمي الى عزل الريف عن اي اجماع كان، حتى يتبدل الجميع ان المنطقه ثوريه بالطبيعه، وبالتالي فالحراك مرادف دائما للانحراف، يرمي الى الفوضى، للانقسام والاضطراب الاجتماعي، ومن ثم كما اشرت اتهام الريفيين بالانفصاليين في محاوله عزلهم على ان المصطلحات هنا يمكن القول على انها لا تاخذ مدلولها الا داخل سياق الماضي. فالمركز طبعا يعبئ الذاكره. لماذا؟ لمواجهه هذا المطلوب السياسي بتقديم الريف والريفيين كأناس خطيرين، كحاملي تهديدات للمجتمع برمته وليس للسلطه السياسيه وحدها. ومن هنا يمكن إشارة إلى توظيف مصطلح أعمق من ذلك، وهو مصطلح الفتنة، والذي يجد مدلوله طبعا داخل التراث الديني والمستعمل سياسيا في إخماد كل المحاولات المناوئة للسلطة المركزية، والتي تعتبر طبعا خارج الإجماع وبالتالي خارج عن الشرع، وفي ذلك حط من الحركة الاحتجاجية واعتبارها خارج الشرعية الدينية، وبالتالي تهديد لكل تعبئة ممكن يعني أن تنسجم أو تتماشى مع هذا الحراك. احتكار السلطة من جانب المركز سيتم مواجهته من طرف نشطاء الريف. هنا كنشوفوا الاستراتيجية المضادة لنشطاء الريف تجاه هذه الاستراتيجية المعتمدة من طرف السلطة. إذن بنفس الأسلوب في لعبة سمى يعني يمكن ترجمتها بالانعكاسية أو المقلوبة، تتجلى في الكيفية يعني التي يجعل هؤلاء النشطاء ذاكرتهم مركزية. ما تبقاش الذاكرة المركزية ديال الدولة تعتمد على ذاكرة وتعتبرها مركزية، أي أنها تتعالى على كل الذاكرات. هنا سيعمل النشطاء المنطق على تحويل ذاكرتهم إلى ذاكرة مركزية
من خلال استدعاء الماضي ومسارات تشكله من الناحية الاجتماعية والثقافية وإعادة تنظيمه واستثماره في الحاضر. وهنا نجح الفاعلون فعلا الريفيون في تجنيد هويتهم الجماعية المشبولة بالدلالات الرمزية من خلال تحليل العلاقة مع تاريخهم انطلاقا من خصوصيتهم المحلية ومن تعبئة هذا التاريخ المشترك وأمكنة الذاكرة كأشكال للمقاومة، منتجين بطبيعة الحال كما أشار الأستاذ لتاريخانيتهم الخاصة التي تكسب معناها من خلال التصادم مع المخزن. ومن ثم فالدينامية على مستوى الذاكرة والخطابات المنتجة كشكل من أشكال سيطرة وهيمنة المركز لن تعد الآن محتكرة من طرف السلطة. في الهامش سيعمل بمجهوده الخاص بمجهوده اللافت على تشكيل ماضيه باستمرار انطلاقا من الحاضر، مما سيجعله من نسخة أو أصالة نسخة الذاكرة وخطاب المركز موضع تساؤل وشك. على هذا الأساس نجح خطاب الهامش على نقد خطاب المركز من حيث تحديث الماضي وإرجاعه حيا، وأصبح بالتالي هو أيضا قادرا على إنتاج خطاب معاكس لخطاب السلطة، سيما وأن المركز لم يعد يحتكر كل وسائل التواصلية. الوسائل التواصلية أصبحت بيد الكل، وشبكات التواصل الاجتماعي طبعا الفيسبوك في إشارة للأستاذ على أنها أظهرت قوة النظام وهي تحطم منشآت الناس، يعني تقديم النظام للعلاقة السلمية التي ينسجها مع الهامش، يعني مجموعة من اليوتيوبات اللي أظهرت النظام على حقيقته. ها هو يحطم منشآت الناس، ها هو يقوم بالقمع وبعض تجاوزات البوليسية إلى غير ذلك. إذا استعمال الفيسبوك لإنتاج خطاب الحركيين بشكل مباشر والذي سيذهب في المعنى المعاكس لخطاب السلطة مناقضا لها ومساهما في إضعاف فعاليتها. ويمكن القول مع الباحث أن الحراك قلب إلى انفيرسي علاقات السلطة، وأن الأزمات هي التي تصبح وسيلة طبعا للتغيير، ولكونها تساعد على يعني تساؤل أو إعادة التساؤل حول التوازنات الهشة بين الهامش والمركز، وتمنح إمكانية التفاوض. يعني إن لم يكن يعني إن لم تكن هذه الحركة الاجتماعية وهذا الحجاج الذي انطلق من الليل، لا يمكن بحال من الأحوال أن تنزل الدولة وتفاوض المحتجين. إذن هذا يعني الاحتجاجات هي أصبحت وسيلة للتغيير التاريخي، وسيلة للضغط على السلطة من أجل التفاوض والحوار معها. أختي أن قواعد اللعبة السياسية بين الهامش والمركز قد تغير. يعني لم يعد تجدي يعني المناورات بالتاريخ والذاكرة لكسب رهان الهيمنة أو الخطابات من أجل إكساب هذه الهيمنة على الهامش. في الحقيقة يعني بدت كالجلي أمام الكل، أمام وعي الشعوب وامتلاكهم من نفس الأدوات التي كانت محتكرة من جانب مالكي قوى الإنتاج، وسائل الإنتاج وقوى الإنتاج المادية والرمزية. وإن كان اهتمام الهامش بالذاكرة طبعا هو بحث عن هوية تائهة، محاولة منه لاكتشاف يعني أماكن الإقصاء ومع ما يتم إخفاؤه وطمسه حسب تعبير المفكر الاستشراقي إدوار سعيد، هو اهتمام بآلية الكبت التي تحجب ما أصاب الذاكرة من آلام وصدمات تروماتيزم، سواء على مستوى الذاكرة الفردية أو الجماعية. سياسيا واجتماعيا الأمر لا يستقيم مع استدعاء الذاكرة من أجل استغلال مغرض سياسيا أو إيديولوجيا كما جرى عليه الأمر من طرف السلطة المركزية. الوسائل لم تعد حكرا كما أشرت على الدولة وحدها. الخطاب المغرض
يجد أمامه الآن خطاب مضاد معارض ينسفه، سيما مع انتشار الواسع لوسائل التواصل الإعلام الاجتماعي، وتجاوزا لكل من شأنه أن يجعلنا نشاز هذه الدول هذه، خصوصا دول العالم العربي، في مسار التحديد الذي تعرفه المجتمعات سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي والسياسي. نحن الآن مطالبون بترتيب علاقة جديدة مع ذاكرتنا، ذاكرة تعمل على ترتيب العلاقة مع الماضي كمدخل للانخراط في الحاضر والمستقبل. ومن ثم كانت دعوة بول ريكور إلى ضرورة استخراج قيمة مثالية من الذكريات الصادمة المؤلمة، وهذا لا يتم بحق إلا عن طريق تحويل الذاكرة كما يشير إلى مشروع. إذا القيمة المثالية توجهنا نحو المستقبل، وهذا لا يمكن تحقيقه طبعا في دولتنا أو من الدول التي تعيش هذا التجاذب أو هذا التوتر ما بين الهامش والمركز، لا يمكن تحقيقه إلا بالمكاشفة والمصالحة التامة ما بين المركز والهامش في ترميم هذا الجرح النرجسي الجمعي لتجربة صادمة، يعني يتوارث الأفراد مضامينها النفسية في معظمها من جيل إلى جيل. وشكرا. Merci Sidris Bilhabi pour cette lecture détaillée de l'ouvrage de Khalid Mouna. Je vais reprendre brièvement les grandes lignes de l'intervention de Sid Bilhabi, essentiellement pour votre collègue Jacques. Vous avez compris? Non, vous avez compris. C'est bien là, mon gars. Je reviens juste sur deux, trois idées clés de l'intervention de Sidris Bilhabi. Donc Sidris Bilhabi a commencé par mettre en lumière la volonté de l'auteur de dépasser ces dualités classiques ayant structuré les principaux travaux sur la région et sur le Maroc de manière générale, et aussi en montrant un peu leurs limites et leurs contribution à rendre invisible la complexité de la société marocaine. Khalid Mouna a essayé à travers son ouvrage à produire un nouveau savoir sur la société marocaine et sur la région du Rif, un savoir qui se veut critique par rapport à l'héritage colonial, comme l'avait souligné Jacques, comme Jacques vient de le souligner. Et ça me rappelle aussi le positionnement de Paul Pascan par rapport justement à l'héritage colonial dans son entretien avec Zaghia Daoud, où il disait que par rapport à cet héritage colonial très riche en termes d'observation empirique de la ruralité marocaine, que faire aujourd'hui? Pour Paul Pascan, il ne s'agissait pas de rentrer dans un tête-à-tête, il disait improductif et infructueux, mais il s'agit plutôt de se réapproprier de la ruralité marocaine, de se rapprocher du terrain pour produire un nouveau savoir qui se veut critique, qui se positionne par rapport à l'héritage colonial et qui cherche à le critiquer, à le prolonger à travers des travaux comme le travail du collègue Khalid Mouna. Sidris Bilhabi a repris aussi le débat dans l'ouvrage sur cette relation entre la marge et le centre. Donc le rapport complexe entre la marge et le centre, souvent pris comme un rapport dichotomique et binaire, il montre qu'il y a beaucoup de déplacements, d'ajustements qui s'opèrent entre ces deux dimensions, et donc la marge se centralise et le centre parfois se marginalise au gré des événements historiques et politiques, aboutissant ainsi à la construction de ce que l'auteur qualifie une identité de la marge, et que les auteurs, à la fois les acteurs, à la fois de la marge et du centre, mobilisent en fait dans pas mal d'événements, depuis les mobilisations par exemple de 2011, en passant jusqu'au Hirak de la région du Rif. Alors, donc, sans tarder, je vais passer la parole au collègue Mimoun Aziza, un des références cités. Aziza. Aziza, ok. Mimoun Aziza. Ça marche.
D'accord. J'ai toujours cru que c'était Mimoun Aziza. Mimoun Aziza, ok. Le collègue Mimoun Aziza qui est historien à la fac des lettres et que Khalid Mouna cite beaucoup dans l'ouvrage puisque c'est une des références clés de la région du Rif. Shukran Manazor. Je commence d'abord pour remercier Khalid qui nous a réunis ici, son ouvrage, donc pour la publication et pour la présentation. غنهضر بالدارجه لان جاك صاحبي كبير وبغيت نقول له شكرا على خالد باش جا هنا جاك جوهر باسكو لو سي ان نو مغربي جوهر فرحان بزاف باش يكون معنا هنا جوهر انثروبولوج اثنولوج وما معروفش في الساحه المغربيه بزاف باستثناء اونتر لي كوليك هو الان اقتحم مجال ديال الجامعه المغربيه هنا في كناس لان في بلايص اخرين مشى جاك عرفتو من خلال واحد المقال ديالو كنت في باريس 1990 واحد الكتاب هذيك الكتابه الخضراء اللي جبالها ça m'a intrigué قلت له شنو هذا جوهر je connaissais tout le monde dans des matières غير جوهر ما عرفتوش واحد النهار في طنجة مرشان حي مرشان واحد الصديقة ناتاليا ريباس هي تقدم لي جوهر بدينا تنذكروا غير بالاسبانيولية habla un español perfecto conociendo mexicano صافي بقينا كنهضروا عمرنا ما هضرنا فرنساوية نهضروا اسبانيولية ودارجة هذه غير باش تكونوا على علم لا كيهضر دارجة مزيان مشى معايا اش في تو دير انكور مشى معايا في البلاصه ديالو فين دار لو تيران ديالو وقدم لي رحمه هو كيتفاهم معاها احسن مني انا الدارجه ديالها هي جبليه سيتي الخماس جهه وانت في ماشي سي با العلايش شنو جا خدمتي الديران كوا؟ الديران في غرفة ملي غرفات ما بغاتش تخرج هذيك لان كيكتبوها مغلوطه في كل الخرائط انا كنخدم حل الخرائط كنبقى غربات غرفات الى اخره على اي هذه كان غير مقدمه. Pour commencer, d'abord, donc les deux collègues ont bien cortiqué l'ouvrage d'un point de vue anthropologique et sociologique. Donc mon regard, ça va être différent. Je suis historien, je n'y peux rien. J'ai toujours fait de l'histoire et je lis beaucoup d'ouvrages d'anthropologie. Anthropologie, ethnographie coloniale sur le Rif. Donc, c'est pour ça même, au milieu des historiens, je suis un peu à part, parce que j'ai travaillé sur l'histoire sociale. Khalid, ici, il fait identité de la marge. Il y a 25 ans, en plus, j'ai soutenu une thèse, le Rif, la marginalisation. J'ai mis le terme marginalisation. C'est très bien de revenir, de traiter ce thème en détail. Moi, c'était pour dire la marginalisation du Rif par la colonisation. Parce qu'il y avait une colonisation marginale qui a colonisé une partie marginale du Maroc. Donc, doublement marginal ou marginalisé. Donc là, c'est un débat, on va en revenir tout à l'heure, mais dans les 15 minutes que j'ai, je vais déjà vous dire ma lecture de l'ouvrage. En tant qu'historien, parce que déjà, il comporte une bonne partie de l'histoire. Je vois jusqu'à la page presque 90, c'est l'anarchie, l'honneur, la baraka, donc il y a l'histoire, la marge et le centre, un rapport complexe jusqu'à 58, donc la partie historique, plus le Rif et la théorie du Bled Siva, tout ça c'est des thèmes, des thématiques traitées aussi par les historiens. Donc c'est un ouvrage qui se lit facilement, avec une grande fluidité, c'est un travail académique,
mais avec une touche de vulgarisation, dans le bon sens, pour le grand public. Au niveau de l'analyse anthropologique, Khalid a forgé de nouveaux concepts. L'identité de la marge par opposition au centre, identité collective du bled du Kif, etc. J'en cite quelques-uns. Sur le terrain de l'analyse historique, il y a un point faible, mais je ne vais pas m'attarder beaucoup, mais il y a un point faible pour quelqu'un, l'historien, parce que parfois on ne peut pas parler de la période Moyen-Âge, on passe au parler contemporain facilement comme ça, pour nous c'est un peu compliqué. Donc c'est une réflexion, l'ouvrage est une réflexion anthropologique dans un premier degré, avec une approche historique en arrière-plan, background. Donc il y a une analyse historique. Il y a dans le texte un va-et-vient permanent entre le passé et le présent, le recours à l'histoire et à la mémoire afin d'expliquer l'actualité. On va en parler un peu parce qu'on a beaucoup parlé, Driss a beaucoup parlé de l'histoire et de l'histoire. C'est pas tout à fait l'histoire, c'est la mémoire, plus qu'on utilise ou pour défendre l'identité et pour autres thèmes. C'est plutôt la mémoire. Ou le passé. Le passé, c'est pas l'histoire. Le passé, la mémoire, c'est pas l'histoire. C'est autre chose pour les spécialistes. Un certain nombre de phénomènes traités trouvent leurs origines dans le passé. Contrebande, migration, culture du trafic du cannabis, relations souvent tendues avec le Marzen, surtout dans les 3 premiers chapitres de l'ouvrage. Donc on ne peut pas les traiter sans une approche historique, au moins un regard historique. L'ouvrage pose de pertinentes questions, ou de questions pertinentes. Il pose d'ailleurs plus de questions qu'il apporte de réponses. Ce sont des questions qui nous interpellent tous, historiens, sociologues, anthropologues, etc. Donc ça, c'est un côté positif de poser des questions pertinentes. Il concerne aussi le rapport du RIF avec le pouvoir central. C'est ça l'idée centrale qui traverse, ou l'idée, le fil conducteur de l'ouvrage, qui traverse du début jusqu'à la fin. Question de la marginalité du RIF et le conflit permanent entre la marge et le centre. L'ouvrage dans son ensemble est une réflexion sur l'espace de la marge. C'est pas qu'on la marche sur tout l'espace. Quand on dit l'espace, que d'ailleurs tu considères un espace homogène, alors qu'il n'est pas homogène. Là, pour moi, donc, ça reste à débattre la question de l'homogénéité de départ. Quand tu parles du Ktama, c'est pas la région de Nador frontière avec l'Espagne, avec Mulia, la contrebande, c'est pas la région de Tétouan. De toute façon, on ne peut pas en parler comme un espace homogène. Peut-être il y a des facteurs communs, cette marginalité, mais il y a aussi d'autres divergences, d'autres différences entre des régions, des parties de cette région. L'ouvrage va plus loin et forge un nouveau concept que j'ai dit au début, l'identité de la marge, une identité qui se construit par rapport au centre et se confirme dans le temps. C'est pour ça qu'il y a toute cette analyse historique pour confirmer que cette identité est née le résultat d'un processus. C'est pas hier avec le Hira qu'on a créé cette identité. Comme ça, avec tous ces slogans, avec tous ces manifestations de cette identité, mais c'est un processus qui se nourrit par un certain particularisme. C'est un autre concept qu'on trouve souvent parler de ce particularisme. Parce que jusque-là, dans les écrits du Marocain, je veux dire historique marocain, toujours on avait parlé du particularisme. On n'avait jamais parlé plutôt d'identité
d'identité de la région du Rif ou identité rifin, c'était un certain particularisme de cette région dû au processus historique comme zone, pas marge, parce qu'on va discuter ces zones de confins. L'arabia c'est thoror. Thoror c'est pas les marges, thoror c'est autre chose. Thoror, l'arabia هو الفن. لكن دراسات المغربية هناك دراسات عديدة. Les confins, c'est être en contact avec l'autre, avec le chrétien d'ailleurs, avec l'invaseur, l'envahisseur, avec celui que va envahir. Et c'est là que le Rif devient intéressant. On peut dire que Tata, la région Tata, est marginale dans l'espace marocain, mais ce n'est pas le confin, parce qu'il n'est pas avec le contact de l'autre avec le chrétien. Et le Rif a toujours été, par sa géographie, par son histoire, une région de confins, en relation avec... Et qu'est-ce que cela implique? Cela implique la contrebande, la piraterie. La piraterie, il faut revoir comment il créait des problèmes pour le Rif avec le pouvoir central, parce que les Rifins vivaient de la piraterie, elle a été interdite, et le Makhzen était obligé de payer les Européens pour les rançons, etc. Donc, tout ça, ça fait cette particularité ou sous-particularisme dans le Rif. Un autre terme intéressant que Khalid appelle vivre dans la transgression, c'est intéressant, du moment qu'on est dans la marge, du moment qu'on est confronté à l'autre, du moment que c'est une région pauvre, on se débrouille. Donc c'est la culture, débrouillez-vous. Et c'était 19e siècle, c'était à l'époque coloniale, les tribus se débrouillent et il va vers l'Algérie. C'est un autre élément intéressant, c'est la migration. On ne peut pas comprendre la société rifaine. Je dois parler au conditionnel, mais j'affirme qu'on ne pourrait pas imaginer le Rif sans migration. Et la migration, ça commence déjà au 19e siècle sur la colonisation. C'est très important. C'est lié au territoire. C'est lié au territoire. Le Kif n'était pas intéressant à l'époque, mais la migration, c'était déjà intéressant. C'était déjà intéressant. Donc c'est de là ça vient cette culture de transgression qui devient une culture, comme d'ailleurs la migration. Quand je dis une culture, il y a un savoir-faire. C'est pas n'importe qui peut devenir un contrebandier. C'est pas n'importe qui peut devenir migrant. Même la migration dans les années 60, on imagine comment quelqu'un qui partait de la tribu des Etorial, il va en Allemagne. Mais parce qu'il a immigré en Algérie, parce qu'il y a dans sa famille des gens qui ont immigré, parce qu'il y avait une organisation dans la tribu pour immigrer, etc. etc. Donc, on construit un savoir-faire par rapport en relation avec le centre, mais aussi en relation avec les ressources de la région, la géographie de la région. Et quand je dis que ce n'est pas un espace homogène, parce qu'il y a les villes côtières, il y a les villes de l'intérieur, deux tribus essentielles dans le Rif central, qui disputent la ville de Hossima. La ville de Hossima, géographiquement, elle est sur quel territoire, de quelle tribu? « 90% c'est Qoya. Ibqoya. C'est qui sont Ibqoya? C'est les anciens contrebandiers, pirates, migration vers l'Algérie, etc. Et ça, on le trouve dans leur culture quand ils s'installent à Hossima. Ils ont un bon contact avec les Espagnols, avec les Européens. C'est eux qui tiennent le commerce de l'alcool. Le biran li kayin bil Hossima ديال البقوية.
parce que c'était des marchands, parce qu'ils ont ouvert Homa Zoa. Je réponds. Donc, pour vous dire que ça vient de là, cette culture de migration, cette culture de rapport avec l'autre, aussi ça vient de l'espace riverain et a une importance dans cette construction. Pour revenir au livre, l'auteur essaie de comprendre comment le Rif s'est construit en tant qu'espace de marge. Ça, c'est bien expliqué dans l'ouvrage. De point de vue théorique et aussi de point de vue des relations entre ces marges et le pouvoir central. Parce que je pense qu'il y a des choses que j'ai déjà portées. Cette marge aussi, il faut le dire, il ne faut pas oublier la colonisation. Qu'est-ce que c'est la colonisation? La colonisation, c'est les Espagnols, je ne vais pas en parler, mais le triangle utile de l'IOT, c'est celui qu'on va appliquer juste à l'indépendance. Le Maroc utile. Le Maroc utile, c'est ça qui a créé vraiment la marge, la vraie marge. Une fois, j'ai donné une interview à Zaman, parlant de la colonisation espagnole. J'ai dit oui que la colonisation espagnole était un peu marginale. Ils ont mis comme titre la colonisation espagnole a marginalisé le Rif. Non, ce n'est pas la colonisation qui a marginalisé le Rif. Moi, j'ai nuancé. J'ai dit, au Maroc, il y avait 2 ans. La zone espagnole, elle était tournée vers l'Espagne. C'est normal, pendant la colonisation. Donc, quand je passe à 58, qu'est-ce qui se passe 58, 59? Avant la révolte, il y avait les francophones, les gens de la zone francophone arrivaient, ça, point 1. Point 2, au niveau de l'État marocain, dans ce qu'on appelle les plans quinquennaux. Donc, le Rif n'apparaît pas. Donc, c'est là, à mon avis, c'est cette date essentielle de l'indépendance qui a, j'ai oublié le terme, la marginalité du Rif, ça existait, mais qui a renforcé cette marginalisation. 58. Ça commence le début de la marginalisation du Rif dans les plans Tassamim al-Khumassiya, et ça va plus loin. Ça va plus loin, ça va par la politique des projets avortés. On fait des projets, mais jamais. On a mis 30 ans, 40 ans pour relier la zone avec les chemins de fer, 30 ans pour faire un aéroport, parce que l'aéroport d'Imzourna, Al-Sima, ça existait à l'époque coloniale, mais celui de Nador où il y avait la grande migration, ça n'a pas été, elle a été planifiée dans les années 70 et elle a été construite vers 2000. Vous imaginez? Donc ça c'est important. Mais la touche de la colonisation française, elle est là. La politique de l'IOT, elle est là. Le deuxième point intéressant, ou troisième ou quatrième, c'est les stéréotypes sur le Rif. Tu mets ça sur le dos de la littérature coloniale espagnole, c'est elle qui a créé ces stéréotypes sur le Rif, ou cette image véhiculée. Peut-être. Mais c'est surtout les années de la migration qu'on a commencé à se différencier, parce que les Rifins étaient plus tournés vers l'Europe que vers le Maroc. C'est pour ça, vers la contrebande, plus que vers le commerce légal. Ils commencent à avoir des stéréotypes. Je venais de Nador pour aller à Fès, les polices, douanes qui fouillent
Chez whisky, non. Ça y est, on a créé des stéréotypes parce que le whisky, ça se vendait moins cher dans la région. Deuxième chose, ou la de Hollanda, ou la de Hollanda, ils vont aux Pays-Bas, etc. Donc, les gens, ils recevaient ça, ils réagissaient, bien sûr. Mais une réalité aussi sur place, qu'on connaît mal la géographie du Maroc dans les années 60, 80, 70, 80, qu'on est mal. On peut parler à quelqu'un de Souira, rien, mais lui dit Francfort ou Tricht ou Dambosch ou ailleurs aux Pays-Bas, il connaissait. Donc c'est ça qu'on commence à voir ces stéréotypes sur le Rif à travers la migration et la contrebande. La migration et la contrebande. Et l'administration marocaine aussi, sur place, police, douane, avec chi, on crée des stéréotypes tout de suite. Contrebande, le chiche. Un élément aussi, à mon avis, sur lequel il faut un peu insister, actuellement aussi qu'on arrive au Hirak, à parler de Hirak, c'est qu'il y a une diaspora rifaine à l'extérieur. Grâce à cette migration qui joue un rôle important maintenant avec les moyens de communication pour renforcer cette identité rifaine. Qu'on la sent mieux quand on est à Amsterdam ou à Bruxelles que quand on est au Maroc. À mon avis, parce que je suis un peu sur Internet, là-bas, le sentiment est plus fort qu'ici. Aussi, il y a une littérature d'expression néerlandaise, d'expression espagnole, d'expression, ils sont tous des rifains. De Driss Ben Ali à Najat Kharouch. À l'autre, ils sont 3 ou 4 en Espagne, tous d'origine rifaine, qui écrivent dans une autre langue et qui parlent du Rif. Leila Kharouch, de Vic à Nador, de Nador à Vic. Vous voyez? Et de l'autre côté, tout ce qui est écrit sur le Rif est bien reçu par les Catalans, par exemple, à Barcelone. Parce que, comme Najat et Leila Kharouch, que je connais personnellement, ils vivent là-bas, donc ils reçoivent ça. Et le mouvement Amazir joue un rôle important. La génération qu'on appelle 89, la plupart c'est des étudiants qui sont partis du Maroc, ils sont à Amsterdam, à Bruxelles, à Barcelone, joue un rôle important. Je me rappelle 2012. 2012, c'était la célébration de 50e anniversaire du décès de Akil. Donc, moi je faisais partie du comité qu'on célébrait. On a célébré ça à Al-Husima. Grande présence, très importante. Puis, un peu partout au Maroc, à Tanger. Mais moi j'étais à Barcelone, j'ai vu que la place accordée à Crime dans la mémoire des Rifains était très importante, encore plus. J'ai assisté aussi à Bruxelles, c'était la même chose. Je n'ai pas été à Amsterdam, mais vous voyez le circuit, et ça joue un rôle important dans ces thématiques que tu traites, de l'identité, le processus de la construction de l'identité du passé, de la période coloniale jusqu'à maintenant. Une chose que Jacques ne va pas me contredire quand tu parles de l'anthropologie espagnole. Elle a été influencée par l'école française coloniale. Un. Deux, quand tu parles aussi qu'elle n'est pas aussi importante que... Tu laisses comprendre ça. On peut comprendre qu'elle n'est pas aussi importante que l'anthropologie ou les écrits français sur le Maroc. Je ne suis pas d'accord. Et Jacques, je voudrais bien que tu dises quelque chose parce que j'ai vu que tu as coordonné des travaux sur le thème. Les Espagnols, à mon avis, à ma connaissance limitée, n'ont pas besoin, exception faite de quelques cas, n'ont pas besoin de passer par le savoir colonial français pour connaître le Rifin.
parce qu'ils avaient un contact direct. Moi qui connais un peu tous les écrits des sociétés d'exploration qui sortaient de Melilla, qui sortaient de Ceuta pour faire des études anthropologiques, des revues et tout ça, avaient une connaissance différente des Français, plus poussée parfois, et parce qu'il y avait ce passé, ce lien du 19e siècle avant. Donc, à mon avis, je prends ça, il faut nuancer, et à mon avis, c'est un point qui mérite d'être discuté. Je crois que je vais m'arrêter là, mais quand tu parles de la zone d'influence espagnole, ça c'est des trucs des historiens, la zone d'influence française, non, il faut dire la zone du protectorat français, de point de vue juridique, parce qu'il y avait un traité, etc. C'est bon, merci. Merci professeur Bimouna Aziza pour ces repères historiques et pour cette lecture critique de l'ouvrage de Khalid Mouna. Donc avant d'ouvrir le débat, Pas critique. relativement, il y avait quelques points critiques quand même, donc très constructifs. Donc avant de lancer le débat avec l'auditoire, je donnerai la parole au collègue Khalid Mouna pour situer le contexte de production de l'ouvrage, éventuellement donner quelques éléments de réflexion par rapport aux remarques émises par les intervenants. D'abord, je suis très heureux d'être là. C'est la première présentation du livre, en fait, d'Identité de la marche qui se fait ici à Meknès. Moi, je tenais que la première présentation soit à Meknès. Vous avez peut-être tous vu, bien, demain, il y aura une autre présentation à Hawaï, mais j'ai fait en sorte que ce soit la deuxième et pas la première, parce que voilà, pour moi, je passe devant mes étudiants, devant nos étudiants de la fac, pas forcément de la sociologie, mais de la fac, c'est hyper important pour moi, parce que vous êtes au sens, vous êtes nos premiers clients. Et quand on livre un produit, on doit le livrer d'abord au premier client. Et alors, ça c'est le premier point. Deuxième point, je suis très heureux aussi d'être entouré des collègues qui m'ont aidé aussi dans l'écriture. Je parle de Jacques et je parle de Mimoun aussi, où j'ai eu beaucoup d'échanges avec lui sur la partie historique. Je reviendrai un peu sur quelques points qui sont très importants, qui a soulevé. Et Jacques, parce que c'est un grand spécialiste de Manjbala, et qui sera là la semaine prochaine avec nous pour un séminaire. C'est un séminaire destiné aux étudiants du master, et qui sera ouvert aussi à tout le monde. Ça sera plutôt dans la salle master. Et qui a publié plusieurs choses sur les Jbala. Je pense ici, je prends ce livre, en fait, c'est les Jbala du Rif, des lettrés en montagne. Il a travaillé beaucoup sur les chauffards de Machichine et tout. Et qui réellement, comme il disait Mimon tout à l'heure, c'est un terrain qui est extrêmement difficile. Moi, je me souviens, il y a quelques années, j'étais avec un copain kazaoui de Moulay Absra. Et on était dans une soirée avec des jeunes, kazaoui. Ils comprenaient strictement rien du tout. Eux, ils parlaient, et moi, je devais traduire, en fait. En fait, il ne suffit pas d'être marocain pour comprendre. Il faut vraiment avoir l'œil d'un chercheur, d'un ethnologue pour comprendre, parce que parfois on ne prononce pas les lettres exactement. C'est-à-dire le kha remplace le qa, on fait beaucoup d'inversions des lettres et tout, ce qui fait que parfois, si vous n'êtes pas attentif en fait à ce qu'on dit, c'est très difficile. Et du coup, pour moi, un des grands connaisseurs des mondes Jbala que je connais aujourd'hui, je parle des ethnologues, des anthropologues, c'est plutôt Jacques. C'est vrai qu'il n'est pas très connu dans la recherche académique au Maroc, pour une simple raison, c'est qu'on a donné très peu d'importance aussi à cette zone, à ce territoire en termes de recherche. C'est-à-dire, en fait, tout ce qui concerne le monde Jbala, le monde du Rif et tout, n'était pas suffisamment visible. Vous avez quelque
chercheurs de l'université de Tétouan, des linguistes qui travaillent sur le parler, etc. Mais au-delà de ça, c'est pas une région. C'est-à-dire, en fait, quand on ait compris tout ce qu'on vous a enseigné, par exemple, en sociologie ou en anthropologie sur la segmentarité essentiellement liée à un monde de Moyen Atlas, en fait, c'est Gertz, Gellner, etc. Et on va répéter le même discours sur la segmentarité, etc. Et même le travail de Raymond Janus, par exemple, qui est très très peu enseigné, en fait. C'est très peu critiqué, très peu enseigné. Parce que, d'ailleurs, en fait, ce discours de marginalité, il est même inscrit en fait dans la façon dont on transmet le savoir aux étudiants. Il est inégalitaire en fait par rapport à ça. C'est un travail qui est venu en fait, qui est resté pendant un certain temps, depuis 2009, une partie en fait qui était écrite. Alors, je l'ai laissé. J'étais plutôt concentré sur mon premier livre, Le Bled du Kif. Et c'est venu en fait à plusieurs voyages en fait entre 2012, 2013, 2014, 2015. Je devais faire plusieurs enquêtes à Napoli, en Italie. Et je faisais des allers-retours. Et un jour en fait, j'étais avec un appareil photo comme ça et on rentrait dans la vieille ville de Naples. Et une amie italienne qui me dit Khalid, range ton appareil photo. Moi je la regarde, je dis pourquoi? Elle me dit parce que ici tu es à Naples. l'appareil photo, pour moi c'est un geste que je vais faire plutôt au Maroc. Je vais pas le faire en fait, moi aussi je mets mes stéréotypes en fait sur le chez moi, le ailleurs, etc. Et ça, quand je commence en fait à parler avec elle de Naples, l'identité, en fait je commence à avoir plusieurs échanges sur l'identité de Naples. À l'époque, on travaille sur les efféminés. Et j'ai quelques entretiens avec eux. Et je discute pas mal en fait sur Naples. Et du coup, je suis allé chercher un certain nombre des livres en fait sur l'anthropologie italienne, qui est essentiellement en fait une anthropologie marquée par les mêmes dichotomies qu'on trouve au Maroc, le nord et le sud. Sauf que là-bas, c'est plutôt le nord qui a le pouvoir et c'est le sud qui est marginalisé. C'est le sud. Ouais, c'est exactement. Et on les appelait en fait les Marocchinos, en fait, les gens du sud, on les appelait les Siciliens essentiellement, sont appelés Marocchinos. Et le Marocchino, c'est le nom qu'on donne aujourd'hui aux Marocains. D'ailleurs, en fait, la première vague migration des Marocains quand ils arrivent en Italie, quand on leur disait vous êtes d'où, ils disaient Marocchino, et on leur disait il ne faut pas dire que vous êtes Marocchino, sinon vous ne trouvez pas de travail. Il faut dire que vous êtes de Morocco. Pour que les Italiens distinguent entre le Marocain et le Marocchino, en fait, qui est en fait l'italien de Sud. Parce qu'en fait, si vous êtes Marocchino, italien de Sud, on ne vous engage pas au travail. Et c'est à partir de cette expérience à l'étranger que c'est venu l'idée en fait de creuser encore plus. En fait, je me suis dit bon, j'avais une partie de l'histoire que j'avais laissée, c'était écrit aussi dans ma thèse et tout, je n'avais pas publié. Je me suis dit tiens, ça m'ouvre en fait des nouvelles perspectives, cette question de la marge. Je vais travailler, je vais lire un peu sur la question de la marginalité et tout. Et je pense que j'ai été servi aussi en termes de ce qui se passe au niveau social au Maroc, avec le Hirak du Rif, où le mouvement de 20 février de Hossima était extrêmement actif, avec une grande mobilisation identitaire, rifane, etc., mais qui s'inscrit dans une dynamique nationale. Et par la suite, le Hirak qui a démarré en 2016. C'est-à-dire, en fait, le cours de l'histoire a fait que je commence à m'intéresser en fait, au RIF en tant que espace de marginalité. Et je reviens un peu sur quelques points en fait, qui sont intéressants que mon collègue Mimoun a soulevé, et sur le rapport en fait, au centre. C'est-à-dire, en fait, le RIF, pour moi, c'est juste un terrain d'expertise, d'une analyse. Jarada, c'est aussi une marge politique et économique. Probablement, il n'a pas la même mémoire que le RIF en termes historique, machin, mais il y a une mémoire économique. C'est-à-dire, quand vous parlez, par exemple, aux gens de Jarada, ils vont vous dire, en fait, comment, à l'époque coloniale, Jarada était une région
très développé économiquement, considéré comme le Maroc ultime, etc., servi par les trains de chemin de fer, etc. Il y a une image, il y a une mémoire en fait collective autour de cette ville qu'on considère aujourd'hui morte. Vous allez par exemple à Sidi Ifni qui représente exactement la même caractéristique identité que le Rif, ancienne colonie protectorat espagnol, qui aussi va, l'économie principale c'est la pêche, c'est un peu moins que pour le nord du Maroc et tout, avec une grande vague aussi d'immigration vers l'Espagne. Et en fait on a des caractéristiques qui sont similaires. Et le Hirak, que vous connaissez tous, le Hirak de 2007 de Sidi Ifni, ce qui va donner par la suite en fait. Mais je pense que le Rif du Maroc était servi essentiellement par rapport à la position stratégique du Nord vis-à-vis de l'Europe, et aussi l'économie du cannabis qui va jouer un rôle extrêmement important en fait dans le regard mondial porté à cette région, plus que l'immigration en fait de cette région. Ce qui fait que c'est de là en fait que c'est venu l'idée. Alors, ce qui m'a animé en fait cette idée, ce sont plusieurs questions. La première question, et ça c'est très vrai en fait, j'ai eu beaucoup de discussions avec Mimoun autour de la partie d'histoire, il m'a fourni pas mal de références et tout. On ne regarde pas l'histoire de la même manière qu'un historien le regarde. C'est-à-dire en fait, pour un anthropologue, l'histoire ne se réduit pas à des archives. Un récit, par exemple, pour un ethnologue, c'est une histoire inversée, c'est une histoire orale. L'histoire ne se constitue pas en fait de vérité. L'histoire est construite essentiellement des formes de narration que les acteurs ils vont raconter sur leur façon de voir leur passé, leur présent et leur futur. Et du coup, le rapport à l'histoire n'est pas chronologique, ce qui va en fait être le rapport à l'histoire d'un historien. C'est-à-dire en fait, comme il vient de le dire, en fait, Mimoun, on ne peut pas passer d'une période à une autre. Je ne reviens pas très loin en fait, moi l'histoire qui m'intéresse de Rif, c'est plutôt le 19e siècle, on a quelques écrits, sur la période coloniale aussi, on a quelques écrits, mais quand je devais par exemple écrire sur l'histoire du cannabis, c'est pas dans l'écrit en fait, dans la littérature que j'ai trouvé en fait mes ressources, c'est plutôt en fait dans l'histoire orale. Je ne vais pas l'appeler en fait la mémoire, c'est l'histoire. D'accord ? C'est-à-dire en fait, l'histoire c'est quelque chose comment les gens se la présentent en fait. Sauf si en fait l'histoire, l'historien, quand j'ai dit tout à l'heure, a un autre rapport à l'histoire, c'est une autre méthode. Moi j'étais formé dans un département, même université comme Mimoun, Paris 8, d'anthropologie, ou d'anthropologie historique et politique. Et du coup, le rapport à l'histoire, le rapport à l'historicité est complètement différent en fait, de ce qu'on va trouver chez les historiens. C'est-à-dire, en fait, on a un rapport plutôt pragmatique et arriviste avec l'histoire. On va aller chercher des événements qu'on considère en fait clés dans la lecture qui va nous servir en fait, et qu'on va souvent associer aussi avec l'oralité. Pas pour construire en fait une sorte d'homogénéité entre ce qui est écrit et ce qui est oral, mais de savoir essentiellement comment ça se présente l'oral par rapport à l'écrit. Ça, c'est le plus... Pas pour opposer l'un par rapport à l'autre, parce que ce que l'anthropologie, je dirais française plutôt, voire plus américaine, a fait pendant ces 4 dernières années, en fait, et n'a fait que construire des formes d'opposition au sein de la société maghrébine, en fait. Ça c'est le premier point en fait. C'est-à-dire en fait, je ne prétends pas être un historien, je ne suis pas un historien, mais je lis beaucoup d'histoire, parce que c'est hyper important. C'est ce que je dis à mes étudiants aussi, surtout au master. Il ne faut pas comprendre une société sans aller chercher un peu dans son histoire. Donc l'histoire se présente différemment. Il y a l'écrit, il y a le récit, il y a les archives privées qu'on peut trouver chez certaines familles. Il y a aussi ce qu'ont les gens représentent en fait cette mémoire, cette histoire qu'on peut appeler par la suite la mémoire en fait. L'histoire c'est pas pour moi, c'est comme ça que je le vois. Peut-être je suis très influencé aussi par Paul Ricoeur, j'ai beaucoup lu la philosophie pour arriver à là. Pour moi l'histoire c'est pas quelque chose qui est derrière nous, l'histoire c'est ce qu'on produit au quotidien, c'est ce qu'on produit maintenant. Là on est en train de produire un moment de l'histoire. En fait. On n'est pas dans l'histoire des grands événements, on est dans l'histoire sociale. C'est ce que... Et là-dessus, en fait, je me suis basé essentiellement sur les travaux des anthropologues dans leur lecture de l'histoire. Et là,
Je fais référence essentiellement à Marc Auger, par exemple, dans un très bon livre en fait sur lecture contemporaine de l'histoire chez les anthropologues. Donc c'est pas le titre exact, mais un peu ça. Et comment en fait un historien, c'est l'importance à la fois de l'histoire, mais aussi une histoire régionale, pas une histoire nationale. C'est-à-dire en fait, pourquoi, c'est ce qu'il disait Cédric tout à l'heure, en fait, j'ai appelé ça en fait une anthropologie régionale. Parce que ça fait un certain temps où l'anthropologie en fait essaie de dissocier le terrain, pour être une anthropologie de contemporain, être une anthropologie de général. D'accord? Et du coup, vous pouvez avoir l'anthropologie de la mondialisation. Or, l'anthropologie, en fait, la force de l'anthropologie, réside essentiellement dans la finesse de ses analyses. Et la finesse de ses analyses réside essentiellement aussi dans son rapport de construire, son rapport au terrain et le rapport à la construction du savoir. C'est-à-dire, le savoir de l'anthropologue, c'est quelque chose qui émerge avec le temps. Ça ne vient pas tout de suite, c'est pas quelques entretiens qu'on fait, qu'on a certains données, on commence à écrire. En fait, ça prend du temps en fait, pour que ça émerge, etc. Et c'est cette interaction qui permet un peu de construire et de reconstruire et de remettre en cause aussi ses propres analyses. Tout à l'heure, Jacques a cité par exemple David Hart. Un des derniers travaux de David Hart, c'est un très bon article où il dit en fait, j'ai travaillé pendant 30 ans probablement sur la société rifane et la société algérienne. Mais je reconnais en fait que je me suis trompé parce que ni la société rifane, ni la société algérienne n'est segmentaire. Sauf qu'en fait, quand on vous enseigne l'anthropologie du Maghreb, on vous enseigne toujours comme une société en fait segmentaire, etc. D'ailleurs, en fait, c'est un défi pour moi, c'était aussi un défi d'ordre théorique. D'accord, je ne suis pas le premier à se lever. Il y a d'autres chercheurs qui ont... Jacques, je pense, en fait, étaient les premiers articles de Jacques dans les années 80, dans les annales d'Afrique du Nord. Ils sont marqués par cette approche extrêmement critique par rapport à l'anthropologie française et anglo-saxonne sur le Maroc. Il y a les travaux aussi qui ne sont pas cette prétention théorique, mais la qui lumière sont... de l'Afrique du Nord, La lumière, merci. Il y a le travail aussi d'Osro sur les jeunes et la question des ressources collectives et tout. Et du coup, c'est dans cette perspective en fait où le terrain est pensé. Il est pensé. Et je le dis en fait, c'est très vrai en fait. Tu as soulevé un point extrêmement important qui permet de répondre en fait. La réponse se trouve aussi dans le texte, probablement pas tout de suite, mais ça se développe petit à petit. Je parle en fait, je dis en fait que la marginalité ne se construit dans le point de vue des acteurs qu'une fois ils perçoivent leur marginalité comme étant réside plutôt, existe dans un espace homogène. D'accord ? C'est la mémoire imaginaire. C'est ce que Paul Ricoeur, quand il parle de la mémoire, il dit en fait la mémoire collective n'existe que dans les têtes individuelles. D'accord ? Quand on dit par exemple nous les Arabes, nous les musulmans, etc. Mais en fait, vous réduisez en fait la différence qui existe entre les Arabes et les musulmans dans une appellation qui est en fait le pronom nous. Or en fait, le nous n'existe que dans votre tête de je en tant qu'individu. C'est-à-dire en fait, vous balayez toutes les formes de différence qui existent. C'est-à-dire en fait, cette homogénéité existe réellement dans l'imaginaire en fait des gens. Quand les gens parlent du RIF et de la marginalité, ils perçoivent cette marginalité comme étant quelque chose d'homogène en fait. Mais c'est là en fait où mon analyse va probablement aller à l'encontre de l'approche segmentaire et tout, c'est que j'essaie de montrer en fait comment les acteurs ils sont traversés par des intérêts hétérogènes en fait, d'accord, mais qu'ils ont besoin de percevoir leur espace comme un espace homogène. C'est ça qui permet en fait de développer ce qu'on appelle dans le jargon de la sociologie une action collective en fait. Le Hirak de Rif, il est le résultat d'une mémoire imaginaire d'un terrain ou d'un espace homogène du point de vue des acteurs. Mais ce que les acteurs produisent comme action et comme discours est complètement hétérogène en fait.
Parce que chacun s'associe à Hirak au titre individuel avec des perspectives personnelles. Ce que l'anthropologie au Maroc, en fait, a laissé à part, parce qu'on choisissait plutôt ce qu'il disait Jacques, un cadre, une certaine aisance qui nous permet en fait de projeter un cadre, une analyse théorique dedans et de sortir avec des résultats beaucoup plus concrets. Et c'est très vrai ce qu'il disait. Nimoun, il disait en fait je pose plus de questions que je réponds parce que c'est un projet et pas juste en fait un livre. Un livre n'a pas la prétention de répondre à tout. Un livre il est là pour ouvrir des pistes de réflexion, répondre à un certain nombre de questions et laisser la place à développer ses idées, que ce soit pour soi-même ou pour d'autres. Mais on n'est pas là pour on ferme la porte, c'est fini, c'est réglé, vous voulez l'anthropologie des riffs, elle est là. D'accord ? Cherchez ailleurs autre chose. Non, c'est pas ça, c'est juste une porte en fait. C'est une porte en fait pour ouvrir d'autres réflexions, mais pas uniquement sur le riff, mais aussi ailleurs. Je finis juste là-dessus. Quand on parle des stéréotypes, en fait, les stéréotypes de la période postcoloniale, ce que tu dis, c'est très vrai, en fait, quand vous êtes du RIF, quand j'ai des entretiens, par exemple, des jeunes de Ktama qui me disaient, nous, quand on part, par exemple, à FAS ou à Meknas, parce qu'ils aiment FAS et Meknas beaucoup, parce que c'est des espaces anonymes, en fait, et ils disent jamais, je suis de Ktama. Parce que quand ils disent qu'ils sont des Ktama, ils sont tout de suite taxés des trafiquants du cannabis, même s'ils ne le sont pas, mais ils sont vus comme étant des trafiquants du cannabis. Mais ce sont des stéréotypes très récents en fait. Parce que moi je distingue entre deux types de stéréotypes. Il y a des stéréotypes narratifs en fait qui sont écrites, celles des explorateurs coloniaux, etc., que ce soit espagnol ou français, et les stéréotypes en fait qui sont liés à des formes d'interaction sociale qui se sont développées bien après en fait le commerce du cannabis, l'immigration, etc., qui va les renforcer. C'est-à-dire en fait l'immigration et le cannabis va plutôt faire surgir et renforcer ces types de stéréotypes en fait autour des rifins qui vont aussi être récupérés dans des écrits par, notamment dans le monde des médias, des journalistes, etc., qui vont écrire sur le RIF, qui le représentent comme une zone d'insécurité, encore aujourd'hui, une zone de trafic du cannabis, difficile à traverser, etc. Il y a une sorte d'imaginaire qui est un peu, je dirais, institutionnalisé socialement par les médias et les journaux. Mais les stéréotypes de période coloniale qu'on trouve dans les récits 19e, 20e siècle, c'est eux qui vont établir le premier rapport avec le RIFA en fait. Je m'arrête là parce qu'il y a d'autres Ok, j'espère qu'on aura l'occasion de faire une lecture dans l'ouvrage de Nimoun Aziza dès qu'il sera les étudiants. Ça nous fait très plaisir de partager avec vous nos productions et aussi d'avoir vos remarques constructives, vos critiques qui nous enrichissent. Donc la semaine prochaine, on aura une rencontre avec Jacques seulement, pour présenter ses travaux. Donc lundi à 10h30. Vous serez la bienvenue. Merci et à très bientôt.